Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui venus rencontrer Éric Bosmary et Patrick Donte, dit Tepa, donc membres de l'UPR, cadre de l'UPR, nouveau parti politique créé en 2007 par François Asselineau. Voilà, un nouveau parti qui grimpe malgré la chape de plomb que les médias traditionnels ont mis dessus. Et voilà, j'espère que vous pourrez découvrir des jeunes cadres dynamiques et très ouverts. Voilà. On y va ? Oui, on y va. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éric Marie et de Patrick Donte. Bonjour. Alors, vous participez au parti politique UPR. Donc, ma première question sera pour Patrick Donte, qui est le porte-parole de ce parti. Tout simplement, pouvez-vous nous présenter le parti politique UPR auquel vous participez ? Alors, pour présenter l'UPR, en fait, l'UPR, c'est un mouvement de libération nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti comme les partis classiques. C'est un parti qui a été créé par le fondateur, donc, qui est François Asselineau, qui est inspecteur général des finances, qui est quelqu'un qui a participé effectivement à plusieurs gouvernements, mais pas comme on l'entend au sens de ministre, mais qui a été dans des cabinets ministériels au titre de ses fonctions. Et donc qui a constaté que en fait, nos élites et le système en fait, de l'Union européenne, c'est-à-dire toute la construction européenne elle-même, en fait, nous confisquait de nos pouvoirs et de notre capacité à pouvoir infléchir sur les événements, puisque tout a été confisqué par Bruxelles. Donc ce mouvement, c'est un mouvement de libération nationale qui a vocation à réunir des gens qui soient de droite, de gauche, de toutes origines, de toutes confessions, qui aussi, il faut le préciser, a dans son programme donc, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN et la sortie de l'euro, qui sont effectivement des axes essentiels. Mais il faut également préciser qu'il y a un programme qui contient entre autres 20 points et qui s'inspire directement du Conseil national de la résistance. Parce que l'UPR est l'essence même en fait, de ce qu'a fait le Conseil national de la résistance, à savoir mettre nos divergences de côté et on va dire tous ces clivages en fait, qui n'ont plus de sens pour se consacrer à l'essentiel. C'est-à-dire sortir de l'Union européenne, reprendre notre indépendance et réinstaurer enfin la démocratie dans ce pays, quoi. Très bien. Éric, vous êtes le secrétaire national au militantisme et vous êtes délégué régional Île-de-France. Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Mon parcours au sein de l'UPR personnel ? Écoutez, je suis arrivé à l'UPR par hasard. Bon, c'est un secret pour personne. Je viens d'une sensibilité politique autonomiste, plutôt anard, une grande tradition française en fait socialiste, qui ne va pas aussi loin que les marxistes, qui est de la fin du capital, mais qui quand même cherche à mettre au cœur de la société et de l'État l'être humain. Donc je suis très attaché à ça depuis petit. Je pense que c'est quelque chose, je suis né avec, on l'a ou on l'a pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'organisation sociale autour de l'être humain et vraiment autour de l'être humain. Donc je suis arrivé à l'UPR parce que je pensais que François Asselineau avait des tendances d'extrême droite, voire d'extrême droite, et donc je me suis intéressé au sujet. Alors c'était une époque où à l'UPR était très très confidentiel, il n'y avait qu'une seule conférence sur Internet, et le contenu de la conférence était révolutionnaire, parce que on sortait de la conspiration pour amener des faits. Alors c'était d'autant plus pour moi important d'aller voir qui était François Asselineau, parce que justement il apportait des faits qui étaient indéniables, et il apportait un argumentaire qui était impeccable, basé sur le principe de réalité. Bon, il s'est avéré que je ne connaissais pas du tout l'Union européenne et la construction européenne. Je pensais le connaître.
Je pensais connaître cette construction, je pensais savoir tout ce qu'il y avait à savoir, c'est-à-dire que c'était bien. Je ne m'étais pas encore rendu compte en fait que j'étais né avec aussi. Depuis petit, on m'avait implanté l'Union européenne c'est la paix, l'Union européenne c'est l'avenir, l'Union européenne c'est la prospérité, l'Union européenne c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question parce que c'est l'avenir et c'est bien. Le fait est qu'en allant confronter ce que racontait François Asselineau avec la réalité et donc avec les traités, au fur et à mesure que j'ai creusé, je me suis rendu compte que François Asselineau était loin d'être un fasciste, que c'était même plutôt un démocrate et un républicain, que en plus de ça, il avait une vocation personnelle parce que je me suis débrouillé pour me rendre à des conférences et écouter les conférences sur pièce, et je me suis rendu compte en fait qu'il avait une capacité humaine qui était la transmission. C'est quelqu'un qui, par nature, est un transmetteur de savoir. C'est quelque chose qui transpire quand on le rencontre en direct. On le voit, on se rencontre très très vite. C'est quelqu'un qui, par nature, s'adresse toujours à l'intelligence de ses interlocuteurs. De là, je l'ai confronté sur des questions toutes bêtes de racisme, de culture, par rapport à l'étranger, etc. Et en fait, je suis tombé sur un homme qui était tout le contraire de ce que je pouvais imaginer. De là, après 1 an et demi à peu près de recherche sur le sujet de l'Union européenne et François Asselineau, quand même, inspecteur général des finances, ancien proche de Charles Pasqua, qui avait milité pour le non à Maastricht, etc. Ça faisait un peu beaucoup, quoi. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'effectivement, Asselineau était ce qu'il disait. C'est-à-dire quelqu'un attaché aux valeurs de la France, aux valeurs de la République, et qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient en train de tenter un hold-up, sur les peuples européens, sur les nations européennes et surtout sur les services publics des nations européennes en vue de créer un glacis géopolitique. De là, j'ai décidé de faire mon coming out auprès de François Asselineau. J'ai décidé d'adhérer. Et du moment où j'ai adhéré, j'ai choisi un chef, un leader, parce qu'on est bien d'accord, l'Union populaire républicaine, c'est quand même un parti politique temporaire qui a pour vocation ultime de disparaître. Et c'est ce qui a emporté en fait mon adhésion en tant qu'autonomiste. Pour moi, c'était impossible de prendre une carte quelque part, de m'encarter, d'adhérer, de choisir un chef. C'était quelque chose de complètement hors norme et contre nature. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai pris ma carte et François Asselineau est devenu mon président. Depuis, ça fait maintenant 4 ans à peu près, je poursuis auprès de lui l'aventure de la libération nationale. C'est comme ça que j'appelle notre travail au jour d'aujourd'hui, c'est la libération nationale. Je crois, ça fait partie de mes croyances personnelles et de mes motivations personnelles par rapport à l'UPR, que si l'UPR arrive à sortir la France de l'Union européenne, on préservera et on rendra service d'une part aux 17 pays qui sont dans la zone euro, aux 27 pays qui sont dans la construction européenne et dans l'Union européenne, parce qu'elle va se casser la gueule, et surtout on mettra au moins 60 ans d'arrêt à ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en fait l'américanisation du monde, l'occidentalisation du monde. Il est hors de question de rentrer dans une société avec la fin des nations et le début des consortiums d'entreprises. Pour moi, c'est une question vitale. Il faut absolument tous se mobiliser pour empêcher que cela arrive. Et le seul moyen aujourd'hui politiquement de le faire, c'est l'Union populaire républicaine. Voilà, donc j'ai commencé en tant que militant de base, et puis très vite, en fait, vu que quand je commence les choses, je les fais bien, et j'aime bien finir ce que je commence, il s'est avéré que j'avais du temps et que François Asselineau a décidé de me faire confiance. Et donc, je suis devenu délégué départemental d'abord, puis ensuite, je suis passé délégué régional, puis ensuite, secrétaire national au militantisme. Voilà. En introduction, je précisais, Patrick, que vous êtes le porte-parole de ce parti, mais je sais que vous avez été et que vous êtes toujours chanteur de rap. Pouvez-vous également nous présenter votre parcours ? Moi, j'ai un parcours effectivement un peu éclectique. Beaucoup de gens vont se dire qu'est-ce que Tepa est fou à l'UPR, effectivement, puisque l'UPR a
une image comme vient de le décrire Eric, qui est assimilée en fait à un combat d'extrême droite, puisque aujourd'hui en fait le patriotisme est vu comme une valeur négative, c'est-à-dire l'engagement pour son pays, c'est quelque chose qui est considéré comme extrémiste, comme fasciste. Alors c'est quelque chose qui est très spécifique en plus à la France, hein. La France, c'est quand même l'un des seuls pays où on ne peut pas sortir un drapeau français sans se faire traiter de nationaliste, d'extrémiste, de facho, etc. Donc c'est vrai que beaucoup de gens, j'ai eu des échos en fait, de mon engagement, ont été surpris dans le milieu du rap en me disant oui, que j'avais basculé dans une forme d'extrémisme. Et je tiens à les rassurer, ça tombe très bien justement que vous fassiez cette interview pour expliquer que non, mon combat, il est absolument pas, c'est pas du tout un combat extrémiste, fasciste, pas du tout, puisque c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les forces qui agissent contre nous, ce sont ces forces-là qui sont les extrémistes et les fascistes. Puisque l'Union européenne, en particulier, c'est que le cheval de Troie de ce qu'on a abordé, c'est-à-dire la mondialisation, l'américanisation du monde, qui est en fait une globalisation, c'est-à-dire on veut détruire les nations pour créer un espèce d'immense marché mondial contrôlé par les multinationales. C'est un peu ça le projet caché, c'est-à-dire c'est justement déposséder le citoyen non seulement de son outil de production, alors ça c'est ce qu'on a constaté justement secteur par secteur, et puis aujourd'hui c'est des grandes attaques sur les États, carrément qui cassent les États, c'est-à-dire en cassant les services publics, on casse déjà on va dire la cohésion sociale, ce qui faisait en plus une spécificité de la France, c'est-à-dire de garder une égalité entre les citoyens, que tout le monde puisse avoir, on va dire, les mêmes accès. Donc ça, c'est très très important, parce que ce qu'a fait, on a longtemps parlé d'acquis sociaux, etc., mais ces acquis sociaux, ils sont en train de voler en éclats justement à cause de l'Union européenne. Il ne faut pas que les gens pensent que justement l'Europe va les protéger, parce que l'Europe sociale, que ça fait 30 ans qu'on leur promet une Europe sociale, elle n'existera jamais, cette Europe sociale. Il faut bien comprendre que la globalisation, ça va aller dans le sens de l'absence de règles, ça va aller dans le sens où il n'y aura pas d'harmonisation des règles. C'est pas on va pas faire passer les salaires de Hongrois ou des Bulgares au salaire des Français et des Néerlandais. Ce sera plutôt l'inverse. C'est ça qui va se passer. Et c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent vraiment que cette globalisation qui est en train de nous tomber dessus, c'est la fin des acquis sociaux, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin des droits, puisque pour qu'ils puissent y avoir cet avènement-là de ce monde globalisé, il est nécessaire qu'il y ait une absence totale de règles. C'est comme ça qu'il pourra arriver. Absence totale de normes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et j'ai envie de dire, toute l'idéologie du sans-frontiérisme, puisque ça, c'est une idéologie aussi qui est portée par cet ordre mondial, parce qu'on peut le nommer ainsi. Ce sans-frontiérisme, il nous mène, effectivement, il y en a qui voient ça d'un côté, droit de l'homme, et oui, il faut ouvrir les frontières pour pouvoir s'ouvrir à tous les hommes. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que on va dire cette ouverture, non seulement elle se fait aux hommes, mais elle se fait aussi aux capitaux, elle se fait aux marchandises. C'est plutôt aux marchandises. Et d'ailleurs, c'est plutôt aux marchandises, aux capitaux, qu'aux personnes, effectivement, puisque l'Union européenne, quoi qu'il en soit, en plus, il faut quand même aussi préciser quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que c'est une construction racialiste. Ce sont des pays qui veulent s'unir que parce qu'ils sont blancs, qu'ils appartiennent à la sphère de civilisation occidentale. C'est clairement justement la vision des stratèges américains qui d'ailleurs, il faut le préciser, parce que c'est un grand danger qui nous guette, qui ambitionne de fusionner de toute façon l'espace européen et l'espace américain. C'est l'objet du marché transatlantique, le grand projet de fusion totale des règlements et on va dire des juridictions entre l'Union européenne et les États-Unis. Et c'est prévu pour 2015. Donc c'est un projet de toute façon qui est en train de se faire dans le dos des peuples, un peu comme tous les projets de l'Union européenne, et qui va de plus en plus intégrer, on va dire, l'Union européenne dans ce grand espace euro-atlantique qui va être évidemment dirigé par les Américains. Donc avec des grandes instances, puisqu'on aura la Commission européenne, voilà, on aura le Parlement européen, et on sait d'ores et déjà qu'ils sont en train de créer ce qu'ils appellent une chambre transatlantique. Donc il y a une représentation du Parlement européen qui siège en permanence à la chambre, à la chambre des représentants. Donc le projet, il est clair. Et les États-Unis sont en train de nous absorber en fait dans cette méga structure dans laquelle justement, effectivement, ils ont un grand intérêt à casser la France. Et pour casser la France,
c'est une vieille nation, c'est un pays, c'est certainement une des plus vieilles nations d'Europe. Et on sait que les Français ils ont la particularité on vit avec notre État. C'est l'État qui a fait naître la France. Donc forcément, quand l'État est très malade, la France est très malade. Et ça, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent comme ça à l'État français, parce qu'on est vraiment la cible d'une attaque. Hein. Il ne faut pas jouer sur les mots. Ça ne sert à rien de se cacher. Et ce n'est pas du complotisme de dire ça, puisque ça se démontre dans les faits. Il s'agit d'une attaque. Et cette attaque-là, clairement, si on veut se défendre, on sait que la réponse sera politique, parce qu'évidemment, les gens ils ont beaucoup de mal à comprendre la dimension de la guerre. C'est-à-dire que la guerre qui nous est menée, ce n'est pas une guerre classique avec des tanks ou des avions et des bombardements. Non, ça, ce sont les guerres de l'Empire, comme dit très bien François Asselineau, qu'on garde pour les périphéries. Mais pour ce qui est à l'intérieur de l'Empire, on mène d'autres guerres qui sont des guerres de l'information, des guerres culturelles. Et donc... et des guerres économiques. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, si je me suis justement engagé à l'UPR, c'est parce que j'ai pensé que c'était vraiment la seule réponse politique valable et viable pour répondre à cette guerre. Alors, Éric, vous êtes secrétaire national au militantisme. Ça veut dire quoi exactement? Quel est votre rôle? Comment faites-vous pour militer? Mon rôle, pour l'instant, c'est toujours pareil. Hein, l'Union populaire républicaine, c'est quelque chose de tout neuf, de tout jeune. Donc, c'est depuis 2007 ? Depuis 2007, mais ça a commencé vraiment à prendre en fin 2010. On a sorti pas mal de statistiques là dernièrement pour montrer le décollage exponentiel qui est en train d'être, dont on est les témoins et les acteurs depuis le 3 septembre 2011. Bon, c'était confidentiel. Il y a un président, il y a un bureau national. Secrétaire national au militantisme, normalement je devrais m'occuper du militantisme. Il s'avère qu'on est 2171 ou 183, je crois, c'était hier soir, 2183, les chiffres changent tous les jours et très vite, plusieurs fois dans la journée. 2183 adhérents à jour de cotisation. Bon, le militantisme, il faut des militants. Le truc, c'est que l'Union populaire républicaine, c'est 90% de personnes qui sont primo-adhérentes en politique. C'est des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique, qui sont à l'image de la France d'aujourd'hui et aux Français. Un de nos délégués qui s'appelle Ewen Maréchal avait dit le jour du congrès, j'ai adhéré à l'UPR et je suis entré en politique et je m'intéresse à la politique parce que je n'accepte pas qu'on me prenne pour un con. Je crois que c'est le sentiment de beaucoup de Français, donc il y en a beaucoup qui nous ont rejoints parce que on revient à ce que je disais tout à l'heure sur François Asselineau, c'est quelqu'un qui par nature s'adresse directement à l'intelligence des gens. C'est quelqu'un qui refuse par nature de voir quelqu'un en face de lui et de se dire cette personne est inutile et on n'arrivera à rien avec elle. Il a une croyance tout à fait personnelle qui est que si on s'adresse à l'intelligence des gens, les gens deviennent plus intelligents et les gens apportent quelque chose. Et effectivement, moi je le vois dans l'UPR, c'est ce qui se passe. Et donc, je crois que c'est grâce à ça que François Asselineau réussit à fédérer des Français. Alors faire du militantisme avec des Français qui sont des civils, qui n'ont jamais fait de militantisme, c'est compliqué. Donc en fait, on apprend tous les jours. Aujourd'hui, je suis secrétaire national au militantisme et à la coordination, mais surtout ce que je fais, c'est que j'apprends à faire du militantisme, d'abord moi, j'apprends à manager des gens aussi, j'apprends tout l'arsenal en fait juridique qui nous permet de militer, parce que c'est de plus en plus compliqué de militer. L'arsenal juridique est développé de telle manière qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent tout à fait naturelles de faire en termes militants, en termes d'action militante, et quand on les fait, en fait, on ne sait pas que juridiquement, on risque du pénal. Donc, j'apprends tout ça aussi, et en l'apprenant, je le transmets, et donc je forme des militants. Voilà, ça c'est aujourd'hui un peu ce que je fais au niveau de l'Union populaire républicaine. Alors des actions militantes, on en fait. Justement, si vous avez quelques anecdotes croustillantes à nous raconter à propos de militantisme.
Ouais, il y en aurait, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt des anecdotes qu'on raconte au coin d'une table, autour d'une bière, quoi. Mais je sais pas. Une petite anecdote qui pourrait plutôt concerner les salons et les alcôves politiciennes que vous fréquentez également maintenant. Ouais, alors les alcôves politiciennes, ce que je découvre en fait, c'est que alors c'est une anecdote qui est pas croustillante du tout. C'est même quelque chose qui est triste à pleurer. Je me rends compte que il y a beaucoup de personnes, y compris dans ce qu'on peut appeler entre guillemets la dissidence, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, qui incarnent à un moment donné pour certaines personnes une alternative et un espoir, et qui en fait tiennent des discours en public qui ne sont pas du tout les mêmes en privé. J'ai été amené avec Patrick et Laurent Doré à prendre aux charges au nom de l'UPR. Tous les trois, nous avons été mandatés pour représenter les intérêts de l'Union populaire républicaine et donc des Français et notre vision de la France dans le cadre de pourparlers pour un éventuel CNR. J'ai été choqué, je pense que Patrick l'a été aussi, je pense que Laurent l'a été encore plus que nous. On a vraiment été choqués de voir que le discours public et les pensées carrément, les pensées et justement les petites discussions d'alcôve et de coulisses sont diamétralement opposées. Alors, quand c'est des gens de droite qui sont plutôt libéraux, etc., à la limite, tu te dis, bon, c'est naturel, bon, on s'étonne pas. Quand ça vient de la gauche qui, soi-disant, met justement l'humain au centre des priorités et que le discours est plutôt dans un sens de mépris et de classe et de l'être humain, là c'est choquant. Alors ça aussi on l'apprend, apparemment c'est la politique. Donc Patrick, juste avant de revenir sur le CNR avec Eric, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi ce parti qui est largement boycotté par les grands médias se développe aussi vite. Alors pour moi, il y a une réponse qui a été donnée un petit peu dans la réponse d'Éric avant, c'est-à-dire c'est la sincérité du discours et on va dire la probité des événements. C'est-à-dire que le discours de l'UPR et je veux dire, tous les sujets qui sont évoqués par l'UPR, aujourd'hui, les événements nous donnent raison. C'est-à-dire que l'effondrement de l'euro, la crise dans l'Union européenne, la dictature qui est en train de s'installer, de plus en plus de gens sont en train de le constater. Et je pense qu'effectivement, les gens en France, on le voit avec les chiffres de l'abstention, ils sont particulièrement dégoûtés on va dire, de la situation politique. Et trouver enfin quelqu'un qui vous explique clairement les choses, parce que c'est un peu ça, c'est tout simplement expliquer ce qui se passe. Ouvrir les débats. Parce qu'en France, même ouvrir un débat, c'est compliqué. C'est-à-dire que, alors, au-delà de vouloir défendre des idées, mais déjà, ne serait-ce qu'ouvrir un débat, même avec ses opposants, c'est compliqué. Entre ceux qui ne veulent pas débattre, voilà, parce qu'on ne débat pas, soi-disant, avec l'ennemi, pour certaines personnes, ou ceux qui refusent le débat par couardise. Ça, c'est un peu les partis classiques, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les arguments en face. Donc, forcément, je pense que l'UPR va être amené à encore plus se développer, parce que il y a un marasme tel en fait de la classe politique en France. On est dans une situation gravissime, quoi. Je pense qu'on a atteint le point de, allez, j'ai presque envie de dire de médiocrité et d'incompétence totale, quoi. Et donc les gens, on est passé quand même de Sarkozy qui était l'arrogant de service qui a laissé une facture de 500 milliards, on le rappelle d'ailleurs au passage, pour les supporters de l'UMP. Et puis on est revenu à Hollande qui a menti sur toutes ses promesses, quoi. C'est simple, qui nous avait expliqué qu'il n'allait pas signer le traité européen, qui avait expliqué que évidemment il ne ferait pas de TVA sociale, etc., 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 et qui va faire qu'appliquer les politiques que lui demande Bruxelles et toute l'oligarchie. Il va faire comme les autres, il va se coucher donc devant cette classe dominante. Et donc finalement, on en revient au même, les gens vont être encore plus dégoûtés. Je pense de toute façon que l'avenir nous le dira, mais Hollande risque certainement d'être un des présidents, je pense, les plus détestés de l'histoire, ça paraît évident. Maintenant, je pense que l'UPR va se développer
de plus en plus, parce que les gens sont très sensibles justement à ce discours de sincérité et de la cohérence politique. Voilà, la cohérence du raisonnement politique. On en a assez justement de ces politiciens qui vous expliquent quelque chose et puis une fois en place font le contraire, ou alors vous disent quelque chose en public et puis quelque chose d'autre en privé. À l'UPR, il n'y a pas ce genre d'incohérence. Il y a une charte, elle est très claire et tout le monde s'y tient. Et si le président lui-même devait violer cette charte, l'UPR n'existerait plus. C'est aussi simple que ça. Alors Eric, vous évoquiez le sujet tout à l'heure. Parlez-moi un petit peu du CNR 2.0. Qu'est-ce que c'est comme initiative où est-ce que ça en est et la position du PR? Le CNR 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est l'avenir de la France. C'est le Conseil national de la résistance 2.0, c'est-à-dire celui de 44 à 46 qui est remis au goût du jour en 2012. Nous sommes dans une situation funeste où plus personne ne pariera sur l'avenir de la République et de la nation. Et nous, on dit que justement, c'est parce que on arrive en fait dans le fond de cuve de Basse-Fosse que le miracle va se produire une fois de plus. Les Français vont se réveiller et on va mettre une grande torgnole à l'Empire. Qui est à l'origine de cette initiative? Alors, qui est à l'origine de cette initiative? Bon, on va dire que c'est un gourou, quasiment. François Asselineau, bien sûr. Alors là, il faut faire preuve de modestie et de justesse. J'invite tout le monde à aller lire la charte de l'Union populaire républicaine. Sa charte, c'est un peu comme la Bible, c'est comme le Saint-Coran, c'est quelque chose de fondamental. Tout y est. Et quand on lit en fait correctement la charte de l'Union populaire républicaine, on se rend compte que c'est l'appel du Conseil national de la résistance 2012. Ça a été créé en 2007. Le but du jeu, c'est de rassembler toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur sensibilité, à se réunir pour sauver la France, sauver la République, surtout sauver la République et rétablir la démocratie. C'est un texte qui diagnostique une situation, qui offre des analyses géopolitiques et géostratégiques et qui amène des propositions et des solutions. Je pense que là aussi je vais pas outrepasser mon statut de responsable national au militantisme en disant ce que je vais dire, mais il y a 90% des adhérents de l'Union populaire républicaine qui ont adhéré parce qu'ils sont intimement convaincus au fond d'eux que c'est la dernière solution pacifique avant la prise des armes et avant de rentrer dans l'illégalité. Alors, il me semble que le CNR, si De Gaulle avait réussi à réunir un petit peu tout le monde, à la fois du côté des communistes et plutôt des gaullistes ou des nationalistes, c'est qu'il avait réussi à trouver une certaine alchimie. Est-ce que François Asselineau a réussi à trouver cette alchimie? Est-ce qu'il arrive à réunir, aussi bien à gauche qu'à droite, au-delà de l'UPR? Il arrive à réunir d'autres, à fédérer d'autres mouvements, par exemple? Il y a beaucoup de mouvements qui s'intéressent énormément à l'UPR et qui aimeraient être l'UPR. Maintenant, l'UPR, c'est quelque chose qui ne pourra, je pense, fonctionner qu'avec les individus. Peut-être que... alors, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Les appareils politiques qui sont quand même... on vient de le dire avec Patrick. Et on le voit avec 60% de Français, ou même 70% de Français au jour d'aujourd'hui, qui ne croient plus aux appareils politiques. On voit bien que les appareils politiques sont tous pourris de l'intérieur. Sauf l'UPR. Pas sauf l'UPR. L'UPR, ce qui est intéressant, je répète, l'UPR, ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil politique par défaut. Envisager l'UPR en se disant c'est un énième parti politique qui s'est monté pour des gens qui veulent atteindre le pouvoir est une erreur. C'est oui, naturellement la première réflexion qu'on peut se faire, mais si on étudie le sujet et si on regarde le principe de réalité, et si on regarde en fait la charte et le programme et tout ce qui émane en fait de l'Union populaire républicaine, y compris aujourd'hui les talents qui sont en train d'émerger, on se rend compte en fait que effectivement c'est un mouvement citoyen
de gens qui se contrefoutent du pouvoir et qui ont envie simplement de vivre normalement, qui ont envie d'avoir un travail, une famille, éventuellement des traditions, avoir une cohésion sociale avec un contrat social qui tienne la route. C'est le peuple. On n'est pas des politiques. Et donc, oui, effectivement, quand tu te retrouves avec un mouvement populaire, avec des individus, et justement pas des carriéristes politiques, ou pas des gens qui s'imaginent avoir les solutions pour mener le monde. Nous, on ne veut pas mener le monde, on veut rétablir la démocratie. Alors, et puis, le dernier point, ça c'est une vraie garantie, une sacrée garantie. La garantie, c'est que le but ultime, c'est un peu comme les zapatistes du sous-commandant Marcos, le ZLN, c'est que, comme toute armée révolutionnaire, notre but ultime est de disparaître. On rétablit la démocratie, on rétablit la justice. Une fois qu'on sera dans la liberté, l'égalité, la fraternité et la probité, et qu'on aura amené les réformes constitutionnelles qui garantiront la démocratie au niveau de notre pays, au niveau de notre nation, alors on disparaîtra. Chacun retournera faire ses trucs. C'est une sacrée garantie au jour d'aujourd'hui où tout est question de pouvoir et de pognon. Et puis aussi, il faut préciser quand même quelque chose, c'est qu'il y a une stratégie d'alliance à l'UPR, avec 6 points qui sont très clairs, qui ont été établis. Et je pense que justement, alors les points sont clairs. Hein. Nous, on cherche justement, on refuse l'ambiguïté politique. On refuse toute ambiguïté. Donc les points sont très clairs. Donc s'il y a des organisations qui souhaitent s'allier avec l'UPR, déjà, il faudrait qu'elles répondent à ces 6 points. Or, pour le moment, très peu d'organisations peuvent effectivement répondre à ces simples 6 points. Alors pouvez-vous nous préciser quels sont ces 6 points, s'il vous plaît ? Alors les 3 premiers, c'est la sortie de la zone euro, sortie de l'Union européenne et sortie de l'OTAN. Voilà, très clairement, hein, sans ambiguïté. Pas l'Europe des nations, pas une énième fédération ou une chimère comme quoi on va, comme le propose le Front National, on va sortir avec d'autres, ou des LR qui nous dit oui on va sortir de l'Union européenne puis on va re-rentrer dedans pour recréer une Europe des nations avec d'autres. Non, les choses sont claires. Nous on veut sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Ça c'est, il y a une intransigeance là-dessus. On est presque monomaniaque. Certains nous traitent un peu d'espèce de psychorigide avec leur sortie de l'Union européenne, mais c'est pas pour rien, c'est pour que les choses soient très claires. C'est une sortie de l'Union européenne, clairement. Et donc les 3 derniers points ? Le dernier point de fond, c'est la fin des féodalités industrielles. Donc les consortiums à la Bouygues ou à la Dassault qui se permettent de récupérer les médias, etc. et commencer à faire des gros consortiums d'États, puis pire que l'État internationaux. Fini. On arrête. Surtout, il y a une renationalisation des biens communs. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas dealer. Voilà, petite précision que c'était un des points d'ailleurs du programme du CNR, hein, avec le terme précis de féodalité industrielle, financière sur l'économie. Il faut bien le préciser. Hein. D'accord. Et pour la forme, Patrick, alors pour la forme, il y a 2 autres points qui sont déjà le refus des sujets clivants. Ça paraît évident, parce qu'on pense qu'il y a des sujets prioritaires. Donc, non pas qu'on ne veuille pas s'exprimer... C'est important le mariage homosexuel quand même. Voilà, par exemple, ce genre de sujet, voilà, c'est le refus de ce genre de sujet. On ne dit pas que ce ne sont pas des sujets importants, on dit simplement qu'il y a d'autres sujets qui sont primordiaux, qui sont essentiels avant ces sujets-là. Pourquoi devons-nous les refuser aussi ? Alors, on les refuse tout simplement parce que ce que les Français ne savent pas, ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que quoi qu'on décide, ce n'est pas nous qui décidons. Au final, ce sera la Commission européenne, l'Union européenne, mais en tout cas la Commission et le Conseil, qui décideront pour nous. Il faut revenir à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les politiques que vous avez vues depuis 60 ans. Nous sommes des citoyens qui voulons rétablir la démocratie. On dit qu'à partir du moment où un débat public n'amène pas sur une loi qui sera respectée au niveau national, et amènera pas donc une loi de fait, qui pourra être suivie et appliquée, ça sert à quoi d'en discuter ? Ça ne sert à rien. Il faut d'abord et avant tout sortir de ce glacis géopolitique et de cette prison des peuples qui est la construction européenne pour pouvoir retrouver notre souveraineté et effectivement ensuite demander aux Français sur des sujets prioritaires ou secondaires. Prioritaires comme éventuellement... Logement, par exemple. Le logement. Le logement, mais l'énergie, la dette,
parce que la dette, va falloir aussi en discuter un jour. Et ce n'est pas manquer de respect à nos concitoyens homosexuels que de dire que ces sujets-là sont prioritaires par rapport à des lois sur le mariage gay. Ben, surtout que bon, alors je vais pas rentrer dans la polémique, et puis parce que sinon je parlerai en mon nom et pas au nom de l'UPR, parce que l'UPR n'a pas à parler de ça, n'a pas à légiférer là-dessus, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de rétablir la démocratie, et donc un jour de permettre justement ce genre de débat, y compris secondaire. Très bien. Alors Patrick, comment abordez-vous les prochaines échéances électorales? Quels sont les objectifs à court terme de l'UPR? Ça va se situer au niveau des élections européennes. Donc on a l'objectif de présenter des listes. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent, on nous a déjà opposé le fait, mais oui, vous voulez sortir de l'Union européenne, mais voulez-vous présenter des élections européennes? Mais précisément parce que c'est là que ça se passe. Et c'est aussi le moment où les gens sont le plus à même de pouvoir parler de ces questions-là. C'est là où les gens s'intéressent à l'Europe, hein, parce que le reste du temps, on y accorde très peu d'importance, d'ailleurs à tort, hein, ça il faut le préciser aux gens, qui devraient plus s'intéresser à l'Union européenne, parce que c'est vraiment ce qui les dirige, ça les concerne directement, hein. Toutes les réglementations qui sont adoptées par la Commission ou qui sont votées par le Parlement, bah, ça s'applique directement dans notre quotidien, hein. Faut vraiment le comprendre, hein. Ça, de toute façon, ceux qui sont dans certains milieux professionnels, ils le savent très bien, puisque les règlements, ça change tout le temps. Et donc voilà, l'objectif, c'est quand même de présenter des listes, quoi. C'est quand les élections européennes? Ce sera en 2014. D'accord. Et donc il faut préciser que c'est contrairement aux élections françaises, les élections européennes sont plutôt entre guillemets cool avec les petits partis puisqu'ils remboursent sans. Ouais, les remboursements sont tout à fait. Et puis c'est une élection à scrutin unique à la proportionnelle. Donc on a toutes nos chances effectivement de remporter des sièges et ainsi d'avoir une véritable vitrine politique, puisque l'UPR de toute façon est amené à se développer. Et il faut absolument qu'on soit présent dans l'arène politique de façon crédible, et se présenter à des élections, ça en fait partie. Dernière question, donc Eric, quelle est la plus grande force de l'UPR? La plus grande force de l'UPR, son honnêteté, ses adhérents et le peuple de France. Parce que de toute façon, au final, l'UPR est appelé à être le rassemblement de toutes les Françaises et tous les Français. Et je suis intimement convaincu que ça va être historique. Ça, c'était la question gentille. Et la question méchante, c'est à l'inverse. Quel est peut-être le point faible sur lequel vous travaillez actuellement? Ben, la structuration et la formation. Structurer un parti politique, le faire naître du néant, c'est super compliqué. Il faut beaucoup de tendresse, et puis il faut parfois y rajouter un peu de plomb. Voilà. Beaucoup d'engagement, ouais, parce qu'effectivement, c'est vrai que partir du néant comme on l'a fait, en plus, avec Eric, on est vraiment des témoins privilégiés, puisqu'on est arrivé à l'UPR, il y avait très très peu de personnes, on était allé 300-400 je pense, donc aujourd'hui voilà, on est un peu plus de 2150, enfin je sais plus exactement, 183 voilà, donc depuis hier soir voilà, ça a encore monté, donc je pense que voilà, ce développement exponentiel il s'arrête pas, et il est lié essentiellement, je pense, à l'attrait des gens envers ce qu'il a expliqué, la sincérité, l'honnêteté, et à force, voilà, les événements, j'ai envie de dire malheureusement peut-être, mais les événements jouent pour nous, quoi. Les événements jouent pour nous. Alors nous qui avons l'occasion de discuter pas mal avec d'autres mouvements, également plus ou moins de la dissidence ou de la résistance, certains parlent à votre propos, je parle bien de l'UPR, hein, donc peut-être d'un manque d'ouverture, voire d'une difficulté à dialoguer, à se lier avec d'autres mouvements. Et ces critiques venaient de gens qui n'étaient pas forcément des mauvais bougs. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines difficultés à s'allier, à s'ouvrir, et peut-être des difficultés pour l'avenir, comme dans notre parti, hein, de la personne des personnes qui sont en haut, enfin au-dessus de vous, donc on devine tout de suite, on parle de François Céline. Ben, il y a quelques mois, ça j'en parle souvent avec Patrick, parce que justement, comme je suis sur le terrain et je travaille justement parfois à des passerelles et des rapprochements. Il y a encore quelques mois, j'avais tendance à croire qu'effectivement, il pouvait s'agir d'une histoire de personnalité du dirigeant qui ne saurait pas travailler avec d'autres, qui devrait
par nature ferait tout seul, etc. Bon, franchement, en ayant pratiqué les rapprochements, les passerelles, et puis en ayant eu cette opportunité qui a été vraiment une grande école de représenter les intérêts de l'UPR et de la France dans un éventuel CNR en dehors du CNR qui est l'UPR, je me suis rendu compte que non, le problème, c'est pas François Asselineau, le problème, ce n'est pas la charte, le problème, ce n'est pas les gens de l'UPR. On peut paraître rude, mais dans un monde fait de médiocres et de compromis, avec des gens qui sont prêts à vendre père et mère pour avoir des places, et où de toute façon, c'est d'abord soi et après le déluge. Effectivement, des gens qui vont parler de solidarité, de collectif, et qui vont avancer avec une probité et un niveau de sincérité et d'honnêteté extrêmement haut, effectivement, vont sembler très rudes, vont sembler très sectaires et très fermés. Moi, ça ne me dérange pas de passer pour quelqu'un de rude, et même peut-être quelqu'un d'un peu bourrin. Il y a la charte. Ouais, mais bourru ou bourrin, c'est pas grave. Effectivement, il y a des gens qui sont parfois choqués parce que c'est non. Mais il faut en politique aussi savoir dire non. Et aujourd'hui, on est quand même en face d'un système qui se permet de dire à des nations, on va venir chez vous et dans 5 semaines, on aura tout rasé. On implantera Exxon, on implantera BP, on implantera Total, et vous fermerez vos gueules. Ils le disent, ils le font. Voilà le système face à quoi on va se confronter, on se confronte. Bon, à un moment donné, quand on est un petit bonhomme, quand on est un petit parti politique, il faut savoir dire non. Un non fort et franc, et il faut rester intègre. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je compte, c'est soyons intègres. Soyons intègres. Il n'y a pas un double discours à avoir en public et en privé. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On ne prend pas les gens à l'envers. Quand on se plante comme on s'est planté au présidentiel, on dit voilà, on a eu 17 parrainages. On n'a pas peur. On vous le dit, on a eu 17 parrainages. On ne s'excuse pas, on ne pleure pas, on garde la tête haute, on apprend. Voilà, point barre. Pourquoi jouer le jeu tout le temps du spectacle ? Voilà, parce qu'en plus, il faut préciser quand même que à l'UPR, il n'y a pas de courant, comme dans les autres partis, puisqu'à l'UPR, tout le monde est d'accord sur l'essentiel. Même si justement on n'est pas d'accord dans les détails, on a décidé de se rassembler sur l'essentiel. Ce qui est précisément, on partage votre devise tout à fait, et ce qui est précisément l'inverse des autres, puisque les autres justement, ils sont en train de se diviser sur les détails, mais en fait finalement ils sont bien d'accord sur l'essentiel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy, parce qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Ils sont d'accord pour que la France reste dans l'OTAN, qu'elle continue d'être vassalisée aux États-Unis. Ils sont d'accord qu'on reste dans l'Union européenne. Ils sont d'accord de rester dans l'euro, même si ça tue toute l'économie de tout le continent. Donc finalement ils sont d'accord sur l'essentiel. Par contre ils vont se chamailler. On n'est pas d'accord sur le mariage homosexuel, on n'est pas d'accord sur le port du niqab, ou on n'est pas d'accord sur les crottes de chien sur les trottoirs, ou enfin je sais quoi encore. Mais le nombre de motocross. Voilà. Mais sinon, ils sont bien d'accord sur l'essentiel. C'est toute la différence de l'UPR. Nous, justement, on a décidé de mettre tous ces petits sujets subalternes et ces clivages de côté pour se concentrer sur l'essentiel. Parce que, en tout cas, à l'UPR, tout le monde est d'accord pour sortir de l'Union européenne, pour retrouver la démocratie, pour sortir de l'OTAN et pour couper cette vassalisation des États-Unis et que la France redevienne la France, quoi. C'est tout. Qu'elle redevienne ce qu'elle a été pendant 2500 ans, c'est-à-dire un grand pays libre. Voilà, tout simplement. Très bien. Eh bien, Eric et Patrick, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, le Cercle des Volontaires. Merci, Cercle des Volontaires, spécial dédicace. Au plaisir. Merci.